Salut à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Jams, le podcast qui parle Amazon, e-commerce et entrepreneuriat. Aujourd'hui, ce sera un épisode plutôt orienté entrepreneuriat puisque on va parler d'investissement, plus précisément d'investissement dans l'immobilier à Bali avec Laurent Millot. Laurent accompagne les expatriés et les investisseurs francophones donc à investir dans l'immobilier à Bali. En début de cette interview, on va revenir sur le parcours de Laurent et du passage de son statut d'expatrié à son statut d'entrepreneur. On va ensuite parler d'investissement à Bali, des choses à savoir, des erreurs à éviter, etc., etc. Et enfin, dans la dernière partie de l'interview, on va parler de marketing Instagram. Puisque Laurent utilise Instagram non seulement pour trouver des clients qui souhaitent investir à Bali, mais aussi pour marketer un bien immobilier, donc une villa qu'il a ici à Bali. Quant à moi, je m'appelle Sylvain Boutry, je suis vendeur sur Amazon FBA depuis le tout début de l'année 2016 et je suis aussi le fondateur de Jams. Donc chez Jams, on vous aide à tirer parti de l'opportunité Amazon. On vous apporte toute l'expertise dont vous avez besoin ou bien on vous forme pour que vous puissiez devenir autonome et performant sur Amazon. Donc vous trouverez plus d'infos sur jams.fr, donc ça s'appelle jamz.fr. Voilà pour l'intro. Je vous propose maintenant d'écouter l'interview. Je vous souhaite une excellente écoute de ma conversation avec Laurent Millot. La première chose à comprendre derrière tout ça, c'est que moi, j'ai été expatrié pendant une dizaine d'années dans l'industrie pharmaceutique. Et vraiment, mon entreprise, en tout cas mes anciens employeurs, ont vraiment pris soin de moi. Donc, j'avais un contrat expatrié, donc c'est tout ce que les gens peuvent comprendre de ça. Donc, j'avais femme de ménage, on avait le logement, on avait voiture de fonction et toutes ces choses-là. Seulement, je devais beaucoup travailler, donc ça c'est tout à fait classique. Mais il est arrivé un moment où ça ne faisait plus aucun sens pour moi ce que je faisais. Voilà. Et c'est là où je me suis dit, l'argent, le confort, c'est bien, mais cela ne suffit plus en fait. Et lors de mon passage en tant qu'expatrié, globalement, j'ai commencé à investir dans l'immobilier en Indonésie, en Asie, ce qui était très, en quelque sorte, innovateur sur les réseaux sociaux parce que j'ai montré en direct aux gens comment moi j'investissais en Indonésie pendant que j'étais expatrié. Et puis, c'est là que tout a commencé où je me suis créé une communauté autour de l'investissement d'abord à Jakarta parce que c'est là où j'étais, puis à Bali. D'accord. Donc, tu as commencé par investir à Jakarta et à montrer ce que tu faisais. Tu as commencé à monter comme ça une petite communauté, une petite audience de gens intéressés. Et ensuite, tu as réalisé un deuxième investissement à Bali en étant toujours expatrié. Et c'est ensuite que tu es devenu entrepreneur. C'est exactement ça. Et ce qui est assez intéressant derrière ça, c'est que j'étais dans une période aussi où je vais dire que j'étais un peu chanceux. Donc, c'était une période où l'immobilier à Jakarta augmentait énormément. Donc, j'ai fait beaucoup de profits. Donc, j'ai commencé bien sûr par des choses simples. Donc, par un appartement, puis deux, puis trois, puis la construction, etc. Et je montrais vraiment aux gens comment toute cette procédure se passait, qu'on investissait en Indonésie de façon totalement amateur. Et je ne savais pas que sur les réseaux sociaux, et particulièrement sur Instagram et YouTube, j'aurais pu avoir une telle audience qui m'aurait suivi derrière ça. Et une telle audience francophone, parce que ça prouve que maintenant, les gens, surtout avec cette nouvelle génération, veulent apprendre à investir à l'étranger, en tout cas veulent se diversifier. Oui, les gens s'intéressent à investir au-delà de la France et cherchent de nouvelles opportunités. D'accord. C'est exactement ça. Au moment de ton passage de salarié à entrepreneur, il y a toujours une forme de doute, une certaine inconnue qui est en face de soi. Quelle peur est-ce que tu avais ? Qu'est-ce que tu te disais au moment de quitter ton package d'expatrié qui était un beau package ? Qu'est-ce qui t'a permis de franchir le cap ? Qu'est-ce que tu te disais ? Comment ça s'est passé le saut, on va dire, dans l'inconnu, le passage du salariat à l'entrepreneuriat ? Ouais, alors là, c'est une bonne question parce que ça a été terrible. Pour être honnête, on dit c'est vrai qu'on n'est pas du salariat à l'entrepreneuriat, mais cette procédure a fait 2 ans. J'y réfléchissais, Il m'a fallu 2 ans pour quitter en fait mon siège confortable d'expatrié en Asie. En fait, je l'ai réalisé globalement lorsque
lorsque l'argent n'avait plus aucune importance. Donc, j'aime souvent prendre cet exemple. C'est que la première fois que j'ai acheté un téléphone portable, la première fois, bon, je crois que j'étais content 1 an avec ce téléphone portable. Et quand j'ai été expatrié, donc je changeais, bien sûr, j'étais devenu assez matérialiste. Donc, je commence à changer tout le temps de portable, d'ordinateur, enfin, tout ce que les garçons pourraient aimer. Et à la fin, le dernier portable que j'ai eu, j'ai été content 10 minutes. Parce qu'au final, on voit bien que voilà, je travaille toujours beaucoup, mais je n'arrivais plus à compenser avec le matériel. Ça n'avait plus aucune valeur, donc peu importe ce qu'on me donnait, donc même quand on voyage, on va aller dans de très beaux hôtels, donc un hôtel 5 étoiles, au lieu d'avoir le marbre à gauche, le marbre est à droite. Donc c'est globalement ça. Donc voilà, ça n'avait plus aucune valeur, et c'est là que j'ai vraiment compris qu'en fait l'argent ne rend pas heureux. Bien que ça donne une certaine sécurité qui est clairement là, donc on se sent en sécurité, mais c'est vraiment pas une source de bonheur. D'accord. Donc c'était l'envie de liberté et d'être, de faire quelque chose qui a plus de sens, qui t'a guidé dans ton choix et ta volonté d'être à ton compte. Exactement. Et l'idée derrière ça, c'est de se dire comment on fait, parce que quand tu t'arrêtes, tu te dis bon, je suis arrivé à un tel niveau, c'est comment je vais sauter en fait la falaise pour pouvoir en fait ouvrir mon grand parachute et devenir entrepreneur. Parce que on se dit, même si je m'étais dit ça, je me dis bon, j'en ai marre un petit peu de ce que je fais. Ça a été très difficile de pouvoir sauter, parce que de se retrouver du jour au lendemain avec rien du tout. Voilà, et ça a été un long travail sur soi, psychologique, s'entourer des bonnes personnes, et puis finalement voir qu'il y a plus que ça. Enfin, tu dis rien du tout. Bon, tu avais quand même déjà des investissements à Jakarta. Est-ce que tu avais déjà un investissement à Bali au moment où tu as quitté ton emploi salarié? Tu avais déjà réalisé ton premier investissement à Bali? Oui, c'est exactement. J'avais déjà réalisé mon premier investissement. Alors globalement, c'est que je m'étais dit, quitte à devenir entrepreneur, autant que j'investisse, voilà, que j'assure un minimum au moins pour que je je saute pas complètement dans le vide. Donc, je m'étais assuré, j'avais fait en sorte que j'ai une sorte de petit matelas de sécurité avec mes investissements immobiliers. Et là où tout a vraiment commencé, c'est lorsque il y a eu des gens qui m'ont demandé de les accompagner pour pouvoir investir en fait en Indonésie, à Bali. Et c'est là où vraiment j'ai vraiment vu qu'il y avait un potentiel qui était bien plus élevé par rapport à ce que je faisais auparavant. Et là, bon, après, c'est qu'une histoire d'audace. Hein. Il faut juste de courage et d'audace et se lancer et puis ne pas… franchir le pas. Voilà, franchir le pas et penser que voilà, tout va aller bien. D'accord. Alors, on va maintenant parler un petit peu de Bali, de l'état du marché, de la tendance et des étapes d'un investissement. Mais du coup, ma première question, ce sera pourquoi investir à Bali? Qu'est-ce qui rend Bali attractif aujourd'hui pour un investisseur immobilier? C'est une question très large. Alors, globalement, Bali, c'est pour ceux qui sont jamais venus, c'est une île extraordinaire. C'est une île où on a tout. Enfin, moi, je viens d'une île aussi, donc je viens de Martinique à l'origine. La Martinique peut vraiment pas se comparer à Bali en termes de services. Voilà, en termes de services et d'activités. Alors pourquoi Bali? C'est une île où il y a tout, donc on a les prix qui sont abordables, on a la sécurité. Si on aime la forêt ou la montagne, on peut aller dans le nord. Si on aime plonger, on peut aller dans le sud. On peut faire du surf. La culture est bien, la religion est belle. Les gens sont gentils, on a accès à une qualité culinaire qui est juste très élevée. On peut se déplacer librement, il fait beau tous les jours, donc on a plein en fait d'arguments derrière ça, derrière Bali, qui fait que les gens qui viennent à Bali reviennent souvent à Bali. Donc généralement, ce qu'on voit en fait avec les touristes, c'est que normalement, si tu vas par exemple, je ne sais pas moi, en Pologne, tu vas une fois en Pologne et tu dis bon ben voilà, ça c'est fait, et puis tu passes au prochain. J'ai vu la Pologne. Voilà, tu as fait la Pologne, tu passes au prochain pays qui va être la Roumanie, etc. Mais à Bali, ce qu'on voit, c'est que les gens reviennent plusieurs fois. Donc ça, c'est juste énorme en termes de c'est un facteur très important dans le tourisme qui montre qu'il y a une très forte attractivité, voilà, derrière l'île. Ouais. Et plus. D'accord, il y a une sorte de cocktail assez unique qui fait que les gens tombent amoureux de Bali ou reviennent et
Et c'est ça qui fait que du coup, le tourisme est très dynamique localement et du coup, qu'il y a des opportunités pour des investisseurs immobiliers, puisqu'on parle depuis le début d'investissement immobilier, mais c'est principalement avec l'idée de faire de la location saisonnière derrière. Voilà, Bali, c'est 15 millions de touristes par an. Il faut vraiment le réaliser, hein. Donc, c'est 6 millions de touristes étrangers et 10 millions de touristes locaux, globalement. C'est-à-dire les autres, donc sur les autres îles d'Indonésie, donc c'est une des îles de l'Indonésie, mais vous avez il y a aussi le tourisme local. Et ça attire 15 millions par an pour une petite île. Donc, il faut vraiment se rendre compte ce que c'est. Et puis, il y a la localisation aussi géographique de Bali qui fait que voilà, c'est juste à côté de l'Australie. Donc, les Australiens, quand ils vont en vacances, ils vont globalement à Bali, c'est juste à côté. Par rapport à l'Asie, donc vous savez, au Japon ou en Russie ou en Thaïlande ou en Malaisie, c'est là, généralement, on va à Bali voir ce que c'est. Les Singapouriens, etc. Donc, voilà, ils ont vraiment de très forts avantages, ce qui fait qu'il y a une rentabilité. Déjà, il y a une manne touristique qui est énorme et qui donne une rentabilité aussi, en fait, très intéressante lorsqu'on devient propriétaire ici. Ouais. C'est sûr que le fait qu'il y ait comme ça des sources de touristes de différents endroits, c'est aussi intéressant du point de vue du risque, puisque tu peux te dire que si demain Singapour va moins bien, peut-être que l'Australie, les touristes australiens continueront de venir. Donc c'est peut-être bien aussi de voir que le tourisme à Bali est assez varié, les sources de touristes, et donc potentiellement c'est intéressant pour un investissement puisqu'on ne dépend pas d'une seule source et d'un seul pays. Cependant, j'aimerais te poser la question, est-ce qu'il y aurait des raisons pour ne pas investir à Bali? Est-ce qu'il y a des risques particuliers? Tu vois, on pense par exemple, je pense au volcan à un moment, il y a quelques années, déjà, qui était entré en éruption et qui avait bloqué le transport aérien mondial. Enfin, l'Indonésie, c'est quand même un pays qui peut être soumis à des catastrophes naturelles. Est-ce qu'il y a des raisons ou des risques qui pourraient faire dire Bali, c'est pas pour moi en tant qu'investisseur? Honnêtement, moi, j'en vois que deux. Donc, pour moi, c'est la catastrophe naturelle et le terrorisme. Voilà, c'est les deux seules raisons. Aujourd'hui, si vous êtes investisseur, qu'il faut qu'on n'investisse pas, à Bali. Aujourd'hui, la catastrophe naturelle, alors, il y en a déjà eu plusieurs à Bali. Donc, il faut être honnête. Mais à chaque fois qu'il y en a une, et c'est ça qui est assez impressionnant avec l'île, pendant 3-4 mois, c'est vrai que le tourisme va diminuer, probablement de 30-40%. Donc, bien sûr, ça dépend du niveau de catastrophe. Et à chaque fois, Bali bat des records de tourisme juste après. Donc, c'est assez marrant de regarder un graphique, justement, où vous voyez chaque fois, par exemple, le volcan qui se met en éruption. Et puis, donc, le tourisme diminue. Et juste après, tu as tous les touristes qui reviennent et qui arrivent en masse. Et limite, pendant le volcan en éruption, il y a des touristes qui viennent pour se prendre en photo devant le volcan en éruption parce que Bali, c'est une île Instagram. C'est assez unique ici de voir ça. On va effectivement parler d'Instagram juste après. Puisque en effet, Bali, c'est une île qui est très visuelle, il y a énormément de très belles choses et je pense que ça attire des photographes et des Instagrammeurs du monde entier, mais on va en parler juste après. J'aimerais qu'on revienne sur l'état du marché immobilier à Bali. Quel est l'état du marché? Quelle est la tendance? Comment sont les prix? Comment est-ce que tu vois le marché immobilier aujourd'hui à Bali? Oui, alors le marché immobilier à Bali se porte bien. Globalement, donc ici, un investisseur, donc je veux plus parler en termes de rentabilité pour l'investisseur. Donc, je me place du côté de l'investissement. Alors, ici à Bali, faire du 10%, ce n'est pas très compliqué. Voilà, c'est limite une moyenne. Donc, quand je dis 10%, je parle en plus net, je ne parle pas 10% brut. Donc, c'est ceux qui tombent directement dans la poche du propriétaire. Ici, ce n'est pas très compliqué à avoir, à condition de bien construire et à condition d'être bien localisé. Tout simplement. Voici les règles qu'il faut respecter. Et si vous faites ces choses-là, eh bien, le marché immobilier, pour vous, va bien prendre soin de vous, globalement. Et ici, on voit bien, donc, au niveau des constructions, on a de plus en plus. Les propriétaires sont toujours très contents en fait du taux d'occupation et même qui augmente parce qu'il y a de plus en plus de touristes qui arrivent chaque année. Ça augmente de 10% à peu près chaque année et ça se passe super bien.
Mais il y a des choses quand même à respecter. Encore une fois, donc c'est les premières règles que je vous ai données. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faut quand même viser des endroits assez touristiques. Donc globalement, on parle de Seminyak, enfin toute la partie sud, donc qui est Seminyak, Canggu, et puis au nord, donc c'est globalement Ubud. Donc voilà. D'accord. Et est-ce qu'il n'y a pas, donc c'est en effet très attractif, mais forcément, s'il y a un marché qui est très attractif, ça attire beaucoup d'investisseurs. Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'il y ait trop d'investissements, trop de spéculation, trop de gens pour finalement avoir en face une demande une offre pardon, qui est limitée, puisque Bali n'est pas extensible. Il y a certains quartiers comme Seminyak et peut-être de plus en plus Canggu qui sont de plus en plus construits et développés. Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'au bout d'un moment, l'offre ne suive plus ou que les prix s'envolent et que finalement la rentabilité souffre? Déjà, moi, j'aime. Déjà, c'est assez simple et je peux même retourner la question. Est-ce que si demain matin, tu es placé à côté de la Tour Eiffel, tu as un appartement placé à côté de la Tour Eiffel, tu penses que tu vas perdre de la valeur? Ton appartement perd de la valeur. C'est une bonne question, oui, bien sûr. La Tour Eiffel risque pas de bouger demain. Donc, ce que tu dis, c'est que même s'il y a beaucoup d'investisseurs, l'attractivité de Bali aujourd'hui suffit à compenser ou à garantir qu'un investissement restera rentable parce que la tendance est bonne. Oui, enfin, alors, ce que j'essaie de dire, en fait, derrière ça, c'est que c'est peu importe la compétition, c'est qu'il y en aura toujours. Il y en aura même de plus en plus à Bali parce que, bien sûr, comme c'est très attractif au niveau de l'immobilier, donc il y aura beaucoup plus de construction, beaucoup plus de gens qui vont venir sur le terrain. La seule chose, encore une fois, c'est que les bons endroits qui sont bien localisés, ça ne change pas. C'est-à-dire que si vous êtes localisé à côté d'une plage, par exemple, vous serez toujours localisé à côté d'une plage et les gens viendront toujours. Il y a toujours du tourisme pour des gens pour être à côté de la plage. Donc, peu importe la compétition qui est autour de vous, donc si vous construisez bien, vous êtes bien localisé et que aussi, il faut ajouter un autre paramètre maintenant, c'est fournir aux gens ce qu'on appelle de l'expérience. C'est-à-dire que maintenant, le touriste, il veut plus seulement venir dans un logement et puis y habiter seulement. Il veut que lorsqu'il vient dans un nouveau pays, il veut se sentir dans ce pays. S'il va en France, il veut se sentir dans un appartement en France. S'il va en Allemagne, il veut se sentir en Allemagne. Mais s'il va à Bali, il veut se sentir aussi dans une villa à Bali. Il veut vivre une expérience par rapport à Bali. Donc, il faut vraiment jouer sur ces trois facteurs. Donc, localisation, très bonne construction par rapport, parce qu'ici, il y a beaucoup de frais de maintenance. C'est le climat qui est assez dur. Donc, voilà, faut s'assurer de bien construire. Et puis, la dernière chose, c'est qu'il faut fournir de l'expérience. Et si vous avez ces trois éléments en main, eh bien, vous êtes sûr que peu importe la compétition qu'il y aura, peu importe le nombre de gens, vous serez toujours loué. D'accord, ouais. C'est une façon de se sortir du lot et d'avoir un bien qui résiste, on va dire, à la concurrence et à une possible saturation du marché. D'accord. Oui, et autant. Et, oui, bien sûr, et au climat. Autant, voilà. Parce que parce que les terrains près des plages ou les terrains bien placés, ce sont des terrains toujours limités. Il n'y en a pas à foison. Hein. Donc c'est même la difficulté à Bali, mais aujourd'hui, c'est d'avoir un terrain bien placé parce qu'il n'y en a plus beaucoup. D'accord. Alors, j'aimerais qu'on parle maintenant des investisseurs à Bali. J'aimerais te poser la question, qui sont les investisseurs à Bali? Quel profil de gens? Est-ce qu'il y a des grands profils de gens qui viennent à toi, qui te contactent en disant Laurent, j'aimerais investir à Bali? Est-ce que tu peux catégoriser quelque part les gens qui sont intéressés par l'investissement à Bali? Oui, bien sûr. Alors, par rapport à mon profil, il y a deux types de personnes, je vois, qui viennent me voir pour investir à Bali. Donc, je vais dire même trois types de profils. Mm-hmm. Le premier profil, c'est celui qui a déjà du patrimoine en France et qui cherche à diversifier. Mm-hmm. Donc, globalement, bien sûr, il y a une règle très simple, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Bali fournit une rentabilité qui est très intéressante. Donc, voilà, ça a fait sens pour ce genre d'investisseur de vouloir investir à Bali. Mmh. Le deuxième profil, et c'est ce qu'on voit généralement avec la nouvelle génération, ce sont ces jeunes entrepreneurs qui se sont enrichis très vite et qui aujourd'hui cherchent à placer leurs fonds et avoir de la rentabilité immédiate. Mmh. Donc voilà, donc il y a beaucoup de gens qui m'appellent aussi par rapport justement à ça. Donc savoir ce qui se passe à Bali parce qu'ils sont à distance, ils veulent du clé en main, ils veulent que ça se passe correctement. Donc, ça, c'est ce que je vois en termes de deuxième profil. Et le troisième profil, c'est le profil des expatriés. Et les expatriés, c'est assez spécial parce que lorsqu'on est expatrié, et je l'ai été moi-même pendant très longtemps,
je vais préciser expatrié non résident fiscal français, eh bien, on n'a plus accès vraiment aux banques comme un résident fiscal français. C'est-à-dire qu'un expatrié, il accumule de l'argent sur son compte bancaire aujourd'hui et il a beaucoup de mal à le placer parce qu'en France, on lui dit qu'il est non-résident fiscal français, donc on ne lui prête pas forcément les fonds, ou bien très difficilement, ou bien avec des conditions qui ne sont clairement pas bonnes par rapport à s'il était resté en France. Et puis aussi, il se fait très mal conseiller en Asie. Il ne sait pas trop comment placer ses fonds. Donc, dans son pays de résidence, là où il est, c'est très compliqué pour eux de pouvoir investir parce qu'ils sont pas du pays et les banques non plus ne leur prêtent pas dans leur pays d'accueil globalement. Donc voilà, ils accumulent le cash et c'est aussi ce type de profil qui vient me voir. D'accord, oui. Donc pour venir faire un achat sans prêt, simplement avec de l'épargne pour acheter une villa et donc placer encore une fois son épargne dans un investissement qui rapporte. C'est ça. Et c'est un gros problème au niveau des expatriés parce que j'ai été dans ce cas-là où j'avais un petit peu d'épargne et je voulais le placer et je ne savais pas comment le placer et on est très très mal conseillé en tant qu'expatrié. C'est la vérité de ce monde. Et même pour les nomades digitaux, je pense que c'est à peu près le même principe. Effectivement. Donc, question suivante. OK, on a un profil de personne. Reprenons l'exemple d'un jeune qui a fait de l'argent en faisant du dropshipping ou du Amazon FBA, qui a un peu d'argent. J'aimerais qu'on parle des étapes d'un investissement à Bali. Comment est-ce que ça se passe? Commençons déjà par l'argent. À partir de quel montant sur son compte on peut se dire c'est bon, je peux réfléchir à investir dans une villa à Bali? Alors, il y a plusieurs montants. Ça dépend en fait de votre expérience et du temps que vous pouvez y allouer. Donc, si vous êtes sur place à Bali et que vous voulez gérer votre construction et votre villa vous-même ou bien déjà acheter quelque chose de fait, à partir de 200 000 euros, c'est un budget qui est correct. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, pour quelqu'un qui vient et qui dit « je veux de la rentabilité tout de suite, je veux être bien placé, je veux du clé en main, je veux que tout soit bien fait et encadré », il faut compter un budget au-dessus de 300 000 euros. Voilà. À partir de 300 000 euros, vous aurez quelque chose de bien. Vous aurez quelque chose vous aurez une entreprise qui va bien gérer. Vous aurez un historique derrière aussi au niveau des villas ou bien du constructeur qui vous aura suivi. Et voilà, vous aurez globalement un bon produit. D'accord. Et donc, alors, une fois qu'on arrive à Bali, disons qu'on te contacte et qu'on a le budget, c'est quoi la prochaine étape? Comment ça se passe, l'investissement, l'achat d'une villa? Alors ici, c'est extrêmement simple. Donc la première chose, bien sûr, c'est de savoir quel type d'investisseur vous êtes. Quel profil vous avez? Est-ce que vous voulez investir purement pour de la rentabilité? Donc dans ce cas-là, peu importe l'endroit, du moment que c'est rentable, ce sera fait pour vous. Ou est-ce que vous voulez en profiter une partie de l'année, c'est être rentable et puis lorsque vous êtes pas sur place, voilà, avoir un pied à terre. Ou bien un autre, c'est vivre tout simplement à Bali. Et c'est quand même 3 produits totalement différents en fonction du profil de l'investisseur. Donc la première chose, c'est qu'on va définir avec vous quel profil vous avez. Donc, si on prend l'exemple d'un nomade digital, d'une personne qui a fait de l'argent avec Amazon FBA ou avec le dropshipping et qui souhaite investir à Bali, quelles seraient les étapes pour lui d'un investissement? On part du principe qu'il a l'argent sur son compte, il a 300 000 euros et il souhaite acheter une villa à Bali. Quelles seraient les grandes étapes pour investir à Bali? Oui, donc la procédure est assez simple. Donc la première chose, c'est qu'on va juste définir le profil, voilà ce qu'il recherche à Bali. Et une fois qu'on aura défini en fait ce profil, on va l'accompagner en fait dans son investissement tout simplement. Donc on aura déjà un terrain qui sera sur place. Donc on va construire pour lui. Et ensuite, une fois que ce sera construit en fait pour cette personne, on va ensuite aller sur un contrat de management où lui, il aura absolument rien à faire. Donc en vérité, au niveau papier, au niveau document, il n'y a pas grand-chose à faire si ce n'est que signer en fait une autorisation nous donnant le droit en fait de construire pour lui et puis transférer l'argent. Et le reste, tout est géré à 100%, c'est du pur clé en main pour n'importe quel type d'investisseur. Ouais, donc la villa est construite, derrière elle est prise en photo, elle est mise en ligne sur des plateformes de réservation comme Booking.com, comme Airbnb, j'imagine. Et derrière, il y a un service
donc de gestion locative pour typiquement gérer le check-in, le check-out, le ménage, etc. Tous les aspects du quotidien. Donc, quelque part, il y a l'aide à l'investissement, mais derrière, la gestion des biens pour atteindre cette rentabilité de 10%, c'est ça? Exactement, exactement. Mais sache quand même que ce n'est qu'une partie en fait du service parce que c'est la partie management et toute la partie voilà où construction voilà il va juste choisir quel type de villa il aime et puis c'est tout quoi. Et on s'en charge vraiment. Donc tout est fait pour qu'un investisseur parce que la plupart des clients ce sont des gens qui sont à distance, mais tout est fait pour qu'ils aient le moins de choses à faire et que tout soit pris en charge. D'accord. Et donc finalement est-ce que la seule chose qui lui reste pas, c'est le marketing, c'est-à-dire mettre sa villa en avant, puisque c'est quelque chose dont j'aimerais qu'on parle maintenant, puisque toi, tu es investisseur à Bali, tu as une villa, et cette villa a un compte Instagram. Tu passes beaucoup par Instagram pour marketer cette villa et t'assurer donc un avantage concurrentiel, j'imagine. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ce que tu fais pour mettre en avant ta villa sur Instagram et quels résultats tu as pu obtenir avec ce travail de marketing? Eh bien, c'était assez simple. En fait, tout part d'une idée qui était simple. C'est que je m'étais dit, si je mets sur les plateformes de location en ligne, comme tout le monde le fait, je tombe en plein aussi dans la concurrence, malgré le fait qu'il y a la localisation, etc. Et est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen, sur le même principe que le marketing digital, d'attirer du trafic, ce que vous faites généralement sur Amazon FBA, sur une villa, et d'attirer du trafic sur Airbnb pour que en fait les bookings des plateformes de réservation augmentent, tout simplement. Donc, c'était ça l'idée de faire un test. Et effectivement, j'ai fait ce test. Donc il va falloir vous donner quelques arguments en fait à votre villa. Et j'ai fait en fait un marketing avec des influenceurs. Donc je faisais venir beaucoup d'influenceurs dans ma villa. Donc j'ai pris un compte Instagram et j'ai utilisé les mêmes stratégies qu'on utilise en ligne au niveau des messages privés, du booking et un peu de la psychologie de la vente en mettant des contrats en place, etc. Et le résultat a été sans appel. Tout de suite après avoir fait ma campagne de 3 mois avec des influenceurs et Instagram, j'ai eu 100% de booking sur tous les mois qui ont suivi. Donc, j'ai été très surpris par le résultat moi-même. Donc, il faut quand même comprendre que ça va prendre quelques mois à se mettre en place pour se faire connaître sur le marché. Donc, c'était 3 mois pour moi la période. Et après ça, maintenant, je fais plus de 95% de remplissage en permanence. Ouais, ce qui est énorme. Et en effet, je vois 2 avantages au fait de faire du marketing hors Airbnb et de communiquer sur la villa sur Instagram. La première, c'est que la villa, elle devient unique puisque les gens ont vu cette villa, l'ont suivie, ont vu des photos, se sont peut-être même déjà projetés à passer quelques nuits dans cette villa. Et donc, elle devient unique puisque il n'y a pas 2 villas identiques. Or, si on va sur Airbnb, on va se retrouver face à une liste énorme de possibilités. Et donc, quelque part, s'il n'y a pas un marketing externe, on tombe dans le risque de passer inaperçu. Or, ce que je comprends, c'est que le marketing sur Instagram, ça te permet de sortir du lot puisque les gens vont sur Airbnb avec l'idée de booker spécifiquement ta villa et non pas n'importe quelle villa. Et donc, tu sors forcément du lot. Et donc, bien sûr, la deuxième chose, c'est que l'effet pour toi, c'est que tu as un taux de remplissage qui est beaucoup plus haut et donc une rentabilité qui est boostée par rapport à quelqu'un qui aurait uniquement sa villa sur Airbnb et qui, quelque part, devrait se battre parmi énormément d'autres listings. Exactement. C'est comme amener du trafic. C'est exactement le même principe. Plus vous amenez même si quelqu'un ne bloque pas la villa, en fait, sur la villa, rien que le fait que cette villa soit visitée beaucoup, eh bien Airbnb va le voir comme un facteur intéressant pour pouvoir booster en fait la villa mettre en avant. Pour la mettre en avant sur sa plateforme et qui elle va attirer encore plus de personnes. Donc c'est une sorte de cercle vertueux qui est assez intéressant et que j'ai voulu essayer, que tu as amorcé avec Instagram. C'est intéressant que tu dis ça parce que c'est exactement la même chose sur Amazon FBA. C'est-à-dire, qui quelque part est aussi une marketplace comme Airbnb. On est sur le même type
de plateforme. Et la même chose sur Amazon FBA, le trafic externe est récompensé. C'est-à-dire si tu envoies du trafic depuis ta mailing list, depuis une vidéo YouTube ou que sais-je, Amazon apprécie beaucoup qu'on envoie du trafic et va derrière booster ton listing, le rendre plus visible. Et de la même façon, ça va permettre de driver des ventes sur Amazon. Et il y a comme ça aussi un cercle vertueux qui se met en place quand tu commences à marketer hors Amazon. Et de la même façon, au lieu d'être simplement à se battre pour le trafic intra-Amazon, le trafic de recherche, et à se retrouver en compétition avec énormément de listings. Et donc, c'est un peu le même mécanisme, ce qui est assez intéressant. Oui, et puis on ne dépend plus d'une seule plateforme. C'est-à-dire que maintenant, je ne dépends plus que de Airbnb, c'est-à-dire que je peux amener mon trafic moi-même. Je le crée, mon trafic. Et c'est ça qui était assez intéressant parce que ça se fait pour Amazon, mais ça ne s'était pas vraiment fait dans le domaine de l'immobilier. En tout cas, il n'y avait pas d'exemple visible. Donc voilà, donc c'est un test qui a fait déjà ses preuves et que j'utilise maintenant pour tous mes biens. Effectivement, ouais, c'est vrai que c'est la même chose avec Amazon. À partir du moment où tu commences à te construire une audience, une liste, une image de marque hors Amazon, de la même façon, il peut se passer des choses sur Amazon, mais si tu possèdes l'audience, tu peux toujours la rediriger vers ton propre site e-commerce. Enfin, tu possèdes un asset que tu peux diriger vers la plateforme de ton choix, ou si demain tu voulais accepter des réservations directement sur ton propre site, enfin, tout ça serait possible. Et en effet, ça te donne une certaine indépendance au-delà de t'aider à sortir du lot. Exactement. Alors, dans les détails, j'aimerais qu'on parle de la genèse du compte Instagram de ta villa. Au début, j'imagine que tu as posté du contenu toi-même. Comment est-ce que tu as réussi à attirer des followers? Comment tu as réussi à piquer l'intérêt d'influenceurs et de gens qui sont ensuite venus un peu amplifier tes efforts? Comment ça se passe au début? Donc, la première chose à faire, c'est d'avoir un bon produit. D'accord? Donc, il faut que dans une villa, pour moi, donc c'est avec les tests que j'ai vus, vous ayez au moins 1 ou 2 arguments qui soient totalement différents par rapport à la concurrence. Parce que Instagram, c'est assez spécial. C'est que les influenceurs, ce qu'ils recherchent, c'est de l'audience. Il faut bien le comprendre. Donc, en recherchant cette audience, ils cherchent quelque chose qui est unique par rapport au marché et qui va pouvoir en fait générer l'intérêt, enfin piquer un peu l'intérêt de leurs audiences. Donc, en mettant 1 ou 2 points comme ça qui sont assez intéressants pour eux, eh bien, les influenceurs vont être automatiquement en fait intéressés par votre villa parce que vous avez quelque chose d'unique qu'ils aiment montrer sur leur plateforme et qui, eux, va leur générer beaucoup de vues, beaucoup d'audience, etc. Donc, c'est comme ça qu'ils tournent. Donc, c'est ça vraiment qu'il faut comprendre quand on fait du Instagram. Donc, c'est pour ça que la villa, elle a démarré assez rapidement. Donc, j'ai mis ces arguments-là en place avec une sorte de baignoire magnifique en pierre de rivière que j'ai fait venir, et puis avec un style assez on va dire, bambou traditionnel indonésien. Et donc, voilà, j'ai donné à ces arguments des villas, j'ai donné des arguments à ma villa qui ensuite, ont plu beaucoup aux influenceurs. Et donc, j'en ai invité 1, 2, 3. Et puis après, le but du jeu, c'est vraiment d'avoir de gros influenceurs. Et une fois qu'on a les gros influenceurs, entre eux, donc là, je donne vraiment des tips pour ceux qui s'y connaissent pas sur Instagram en influenceur, mais entre eux, il y a une sorte de compétition. C'est-à-dire que s'il y a sur Instagram, entre influenceurs, vous avez différentes catégories d'influenceurs. Donc, il y en a qui sont entre 10 et 50 000, par exemple, followers. Il y en a qui sont entre 50 000 et 200 000. Il y en a qui sont 200 000 et plus. Il y a des catégories. Et entre eux, il y a une sorte de petite compétition. Le premier qui découvre, en fait, la villa qui sera un peu spéciale et le premier, en fait, qui fera la meilleure photo dans, justement, leur groupe d'influenceurs. Donc, si vous arrivez à avoir un gros, par exemple, on va dire, influenceur qui vient chez vous, qui, on va dire, à 150 000 followers, eh bien, vous êtes sûr que vous allez toucher, en fait, tout ce réseau d'influenceurs qui auront aussi entre 150 000 et 200 000 followers, qui vont en fait ensuite vous appeler pour pouvoir venir dans votre villa et pouvoir aussi le montrer à leur audience. D'accord. Donc, je comprends que tu as commencé au début avec, par toi-même, puis ensuite avec des influenceurs, avec des audiences plus petites, et de proche en proche, tu es allé toucher des gens avec des audiences de plus en plus grosses en leur disant tu peux être le premier à venir dans cette villa. Et en effet, il y a l'effet de scoop, je pense, ou l'effet d'être le premier. Exactement. Qui joue beaucoup sur Instagram, puisque tu es quelque part quelqu'un qui est à la pointe. Exactement ça. D'accord, je comprends. Alors, au-delà de marketer la villa,
tu passes aussi beaucoup par Instagram pour parler des services que tu proposes, de l'accompagnement dans l'investissement à Bali. Donc ma première question par rapport à ça, c'est pourquoi avoir choisi Instagram pour parler de l'investissement à Bali? Pourquoi pas avoir choisi Facebook ou YouTube ou un autre canal? Alors, au début, moi, Instagram, j'y croyais pas. Je me rappelle encore, il y a quelques années, je me disais, mais quelle est la différence entre Instagram et Facebook? Parce que je me disais, bon, c'est des images qu'on met et c'est la même chose. Donc, mais globalement, Instagram donne de la spontanéité à ce qu'on fait. Et il y a un côté vraiment proche, en fait, des gens, de l'audience. Et le fait que ça reste que 24 heures, ça reflète un peu la vérité. C'est-à-dire qu'on montre ce qu'on vit dans les 24 heures. Et ça crée cette sorte de proximité avec son audience qui fait que les gens vous suivent parce qu'ils voient vraiment sans filtre ce qui se passe dans votre vie. Mmh. Et ça c'est quelque chose qui n'a aucune valeur, enfin qui a beaucoup de valeur plutôt, parce que c'est quelque chose d'humain. C'est-à-dire que quand on fait une vidéo sur YouTube ou sur Facebook et qui reste pour toujours, en fait, on peut travailler la vidéo, il y a le script, absolument, il y a un script, le message. Il y a beaucoup de choses derrière, alors qu'Instagram, c'est vraiment instantané et sans filtre. Donc, je parle principalement des stories. Donc, je ne parle pas du feed Instagram où on poste des photos où là, on peut mettre des filtres, etc. Mais quand il s'agit de stories où on montre ce qu'on fait, ce qui se passe dans sa vie, bon, ben voilà, il y a plus de barrières en quelque sorte. Donc, c'est ce que les gens attendent. Oui, une certaine candeur, une certaine spontanéité qu'on ne retrouve pas sur d'autres plateformes, typiquement. Exactement. D'accord. Mais est-ce que tu t'es pas dit au début que les investisseurs immobiliers seraient pas sur Instagram, ou ils vont peut-être que pour reformuler, je me dirais les gens vont sur Instagram pour se détendre, pas pour réfléchir à où est-ce qu'ils vont placer leur argent. Mais pourtant, il me semble que tu arrives à trouver des gens. Il y a beaucoup de gens qui t'approchent pour investir à Bali. Comment est-ce que tu expliques ça, le fait que les gens vont sur Instagram finalement pour se renseigner, pour avoir de l'information sur des sujets finalement très vastes et qui sont bien au-delà du simple loisir ou du temps qu'on perd à scroller sur son canapé. Comment est-ce que tu expliques le fait qu'il y ait des investisseurs immobiliers qui soient sur Instagram à chercher des opportunités? Oui, alors j'y croyais pas moi aussi au début, encore une fois. Je savais pas qu'il allait y avoir des investisseurs immobiliers sur Instagram. C'est lorsque j'ai vu que le profil des gens qui a commencé à me contacter. Donc, j'ai eu des chefs d'entreprise, après j'ai eu des gestionnaires de patrimoine français, et puis j'ai eu de très gros investisseurs, et j'ai eu des footballeurs. C'est lorsque j'ai vu ça que je me suis dit, il y a vraiment un réel potentiel derrière Instagram. Et en y réfléchissant, Instagram a fonctionné un peu comme toutes les plateformes. C'est-à-dire qu'au début, c'est souvent les jeunes qui sont dessus. Donc, c'est une plateforme un peu pour les jeunes, un peu guillemets, qui les divertit. Et puis, au fur et à mesure, les parents suivent ce que leurs enfants font. Et à partir du moment où les parents qui, eux, ont plus de pouvoir d'achat, commencent à suivre ce que leurs enfants font sur leur plateforme, c'est là aussi qu'on commence à toucher une catégorie assez intéressante qui devient beaucoup plus mature. Et Instagram, en ce moment, est en train de devenir vraiment très mature parce qu'aujourd'hui, c'est une plateforme qu'on ne peut plus éviter si on est sérieux dans le marketing. Au même niveau que Facebook et YouTube. Avec l'idée même que Facebook, c'est peut-être en train d'être sur le déclin, puisque j'ai vu des stats comme quoi les jeunes, en gros, vont beaucoup moins sur Facebook depuis que les parents, voire même les grands-parents sont arrivés sur Facebook. Peut-être qu'Instagram, on est au moment où les parents sont arrivés, ou sont en train d'arriver, ou sont arrivés, et du coup, le nouveau réseau social pour les jeunes, ce serait TikTok, là où il n'y a pas encore les parents, mais c'est peut-être tout simplement une question de temps, quoi. Exactement. Et TikTok, vu comment c'est parti, ça le sera peut-être un jour, hein, mais il va falloir attendre quelques années que la plateforme devienne plus mature, et ça va peut-être faire comme Instagram. En tout cas, c'est bien parti pour. Ouais. Bon, disons qu'il y a 10 ans, tout le monde disait que Facebook, c'était juste un truc d'étudiants pour partager des photos de soirée. Et puis, bon, ça a changé du tout au tout. Donc, je pense que TikTok devrait suivre. C'est juste une question de temps. Oui.
Alors j'aimerais revenir sur ta philosophie du marketing, puisque quand on est sur Instagram, il y a quand même un indicateur qui est proéminent, c'est le nombre de followers. Mais tu m'as expliqué en off avant l'interview que dans ton expérience, c'est finalement pas tant la taille de l'audience, ou c'est plus la taille de l'audience qui importe, mais la qualité de l'engagement, c'est-à-dire la capacité à parler et à engager des conversations avec des gens. Est-ce que c'est ça qui te permet de faire la différence et de trouver des clients, tu vois, cette capacité à créer un engagement et des conversations avec les gens qui te contactent? C'est exactement ça. Au début, Instagram, tout le monde pensait au like, un peu comme Facebook, et voilà, avoir la plus grosse audience. Mais avec l'expérience et le recul maintenant, avoir une grosse audience qui n'a aucun intérêt pour ce que vous faites ou bien qui like juste votre photo, ça ne sert pas à grand-chose. Ce que j'ai vu, c'est que la qualité en fait de l'audience est bien plus importante que en fait la quantité qu'on pourrait avoir. Et tout simplement parce que maintenant, je me focalise sur une stratégie plus de qualité, c'est de vraiment parler avec les gens, parler avec mon audience. Donc, n'importe qui me contacte par Instagram, je réponds. Et je vais donner aussi un autre tip, c'est que je réponds avec des messages vocaux. Mhm. S'il y a quelqu'un qui vient de s'inscrire sur mon compte Instagram, dans la mesure du possible, j'essaie de lui dire bienvenue dans la communauté. Donc, il voit que je suis une vraie personne, que ce n'est pas un chiffre, que ce n'est pas un compte seulement. Il voit qu'il y a un humain derrière. Et voilà, il crée cette sorte d'engagement de communauté. Ben, du coup, les gens, ils vous suivent de plus en plus. Et il y a un vrai engagement derrière. Et je réponds vraiment à des questions techniques comme plus ou moins simples, des questions de divertissement par rapport à Bali. Mhm. Mais ce qui fait que, voilà, que j'ai une audience très engagée et qui est très large aujourd'hui et de bien meilleure qualité que ce que j'avais auparavant lorsque j'ai commencé. D'accord. C'est vrai que le message vocal, aujourd'hui, on envoie des messages vocaux de manière privée, que ce soit sur WhatsApp, sur Messenger, aux gens qui sont proches. Et tout de suite, le fait que, comme ça, quelqu'un que tu te mets à suivre sur Instagram qui t'envoie un message, t'envoie un message vocal, c'est vrai que ça crée une proximité qui est forcément intéressante pour créer à court terme un fan, quelqu'un qui te suit et qui a envie de savoir ce que tu fais. Et puis peut-être à terme un prospect et enfin un client. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, ce que les gens achètent en priorité, c'est l'humain, c'est toi. Et quelle est la différence entre je sais pas moi, Pierre, Paul et Jacques? Eh bien, la différence, c'est que Paul, je l'aime bien. Et comme je connais Paul et comme il me ressemble et comme il est un peu comme moi, il investit comme moi, eh bien, si j'ai un produit à acheter, même si le produit de Paul, c'est pas le meilleur, mais comme j'aime bien Paul, comme je lui fais confiance, eh bien, je vais acheter dans sa main. Eh bien, voilà, c'est ça qu'il faut comprendre et c'est ce que cette proximité, en fait, lorsqu'on a, lorsqu'on a une audience qui nous suit et qu'on a développé avec eux existe, et ben voilà, c'est ce que ça nous permet de faire parce que les gens aujourd'hui achètent de l'humain, ils achètent plus du fake, ils achètent plus un produit, ils achètent vraiment la personne avec. D'accord. Donc, ce serait le conseil numéro 1 que tu donnerais à quelqu'un qui veut promouvoir son activité de service, typiquement sur Instagram, ce serait de chercher à créer de l'humain et de l'engagement avec une communauté, sans chercher à avoir la plus grosse communauté possible, la plus grosse audience, mais chercher de la qualité de l'engagement et en échangeant toujours autant que possible en one-to-one. Exactement. N'importe quel influenceur donnera n'importe quoi pour avoir 1000 personnes super engagées et qui pourraient changer et qui super engagées et qualifiées. D'accord. Alors, on arrive à la fin de cette interview, Laurent. J'ai juste une question. Si tu pouvais revenir dans le temps et dire à ton toi d'il y a 1 an, alors tu étais peut-être encore salarié, d'arrêter de faire une chose, qu'est-ce que ça serait et pourquoi? Bon, moi, il y a 1 an d'arrêter de faire une seule chose, Mhm. j'aurais dit quitte ton boulot. Quitte ton boulot tout de suite. D'accord. C'est difficile à concevoir avec la mentalité que j'avais dans le temps. Mais le nombre d'opportunités qui s'ouvrent à nous lorsqu'on sort du salariat, on ne se rend pas compte et qu'on commence à réfléchir sur ce que l'on sait vraiment faire et ce que l'on peut faire, c'est juste énorme. J'ai eu plus d'opportunités en dehors de mon emploi en tant que salarié, bien que voilà, j'étais très bien traité, qu'en tant que salarié. Voilà. Et donc aujourd'hui, je dirais, quitte ton boulot, lance-toi dans quelque chose, prends des risques, essaye,
essaye, échoue, recommence et puis ça va aller. Super. Impeccable. Fais-toi confiance et puis ouais, le reste va suivre. Exactement. Génial. Ok, mais on en arrive à la fin de cette interview. Donc, juste une toute dernière question, Laurent. Où est-ce que les auditeurs peuvent se rendre pour en apprendre un peu plus sur toi? Oui, c'est assez simple. Donc, il suffit de taper Laurent Millot, donc Laurent Laurent, Millot, M-I-O, tout collé. Et voilà, on peut me suivre sur Instagram. Donc, comme je l'ai dit, je suis assez accessible. En fait, j'essaie de me rendre disponible pour mon audience, pour ma communauté. Et voilà, quoi. Donc, c'est le plus simple. D'accord. Eh bien, rendez-vous sur Instagram. Merci beaucoup, Laurent, et puis à très vite. Merci, Sylvain. Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin de notre échange. Juste avant de vous quitter, j'ai 2 petites choses à vous dire. Donc la première, c'est que vous retrouverez tous les liens qui ont été mentionnés dans cet épisode en description du podcast, mais aussi à l'adresse suivante, jamz.fr/podcast. La deuxième chose, tout simplement, c'est de partager ce podcast avec quelqu'un autour de vous qui pourrait en avoir besoin. Alors ça pourrait être un autre vendeur Amazon, un autre entrepreneur qui serait inspiré par les échanges qu'on a sur ce podcast. En tout cas, partagez-lui un épisode ou partagez-lui tout simplement le nom du podcast si vous avez aimé ce contenu, cette conversation aujourd'hui ou bien les conversations précédentes. Sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très vite pour le suivant. Bye bye.